Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. C'est notre cours sur la perception. La perception. Et là, ce que nous allons voir, nous allons parler un petit peu des attitudes, ensuite la perception et l'attribution. Et avant de commencer, j'aimerais partager avec vous l'écran. C'est important de pouvoir voir l'écran. Ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons vous parler des attitudes et là, ensuite de la perception et on terminera le cours avec l'attribution. OK? Si je regarde ici, attitude, je vous présente tout de suite les attitudes. Et ce sont des sentiments qui sont quand même assez durables, mais ce ne sont pas des comportements. Ce sont plutôt des tendances comportementales. Okay? Ça veut dire, je manifeste des tendances à l'égard d'une personne, à l'égard d'une chose. Et là, et les éléments qui reviennent lorsque nous parlons d'attitude, c'est organisation et puis comportement. Et là, toute attitude, vous allez retrouver trois éléments. D'abord, il y a les sentiments, ensuite les connaissances et finalement les tendances comportementales. Et les sentiments, c'est une composante affective, ce que je ressens, c'est-à-dire les sensations, les sentiments, les mouvements d'humeur, les émotions. Là, et si on regarde les connaissances, c'est-à-dire c'est une composante, mais qui est dans le domaine de l'information, ce que le cerveau, comment le cerveau traite l'information, les connaissances, et ensuite le savoir, hein, le savoir, l'information, les croyances, les opinions, et nous avons finalement les tendances comportementales. C'est une composante comportementale, mais c'est une tendance à agir. Je n'agis pas tout de suite. Donc, ces trois éléments, il y a le sentiment, il y a la connaissance et il y a la tendance comportementale. Ce sont ces trois éléments que vous allez vraiment retrouver dans une attitude. Là, la tendance, j'ai l'intention d'agir, mais je n'agis pas tout de suite, comme je vous ai dit, c'est une prédisposition à agir. Hein? Attitude d'un côté et comportement d'un autre côté. Et d'un autre côté, excusez-moi, comportement d'un autre côté, que je voulais dire. Et là, attitude, c'est un stimulus. Hein, ça veut dire l'attitude précède le comportement. Et le comportement, c'est la réponse à tout ça. Et c'est un exemple en milieu de travail. J'ai des antécédents, j'ai des croyances, j'ai des valeurs. Ça engendre une attitude, c'est-à-dire un sentiment, et ça m'amène à une tendance comportementale. Les croyances, les valeurs représentent le sentiment et ensuite, ça engendre, alors j'ai des antécédents, les croyances, les valeurs, ce sont des antécédents. Ces antécédents engendrent un sentiment et le sentiment va déterminer une manifestation comportementale. Je vous donne un exemple. Mon poste ne comporte pas assez de responsabilité. L'attitude, c'est quoi? Je n'aime pas cet emploi. Hein? Et la manifestation, je vais démissionner. OK? Donc là, c'est clair. Donc, mon poste ne comporte pas assez de responsabilité. Je n'aime pas cet emploi. Je vais démissionner. OK? Donc, il y a les antécédents, il y a l'attitude et il y a la manifestation.
qui est l'intention comportementale. Hein? Donc, comme je vous dis, on sait déjà c'est quoi un comportement, c'est des actions, un comportement, c'est une action, c'est des conduites globales, hein? C'est le caractère positif ou négatif, parce qu'on peut agir de façon positive et de façon négative. Là, je vous présente les 5 dimensions du comportement, comportement individuel. Vous voyez des exemples, par exemple, la décision, hein, c'est la personne, et c'est le soi de la personne, le comportement relationnel, le sens des relations, et le comportement d'encadrement, c'est la délégation, comme le contrôle, le leadership. On est là. Donc, ce sont des exemples. Comportement d'ordre intellectuel, l'analyse des problèmes, la créativité, par exemple, comportement de motivation, l'ambition personnelle, la capacité de travail, l'énergie, l'initiative. OK? Mais lorsqu'on parle des attitudes et comportements au travail, les sociopsychologues affirment que les attitudes sont des prédispositions stables qui vont guider nos comportements. Donc, les attitudes, il y en a qui disent que des attitudes sont tout simplement des déclarations verbales de nos comportements. OK? Donc, de nos jours, il n'y a pas de lien unique et direct entre les attitudes et le comportement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les attitudes peuvent influencer le comportement, mais ne le prédisent pas. Hein, c'est-à-dire, l'attitude, c'est sûr, précède, vient avant. Avant de frapper quelqu'un, je vais avoir envie de le frapper. On est là. Voici quelques attitudes. OK? Satisfaction au travail. Identification à l'entreprise. OK? Satisfaction au travail. Là, c'est un état vraiment émotif, mais qui est positif, qui résulte de l'opinion que je fais que je fais envers mon travail, que je fais de mon travail, du climat de travail. OK? Et c'est important pour un gestionnaire de savoir ce qui peut rendre l'employé performant. Hein? On est là. Donc, il y a 5 aspects pour démontrer la satisfaction au travail. Il y a le salaire, il y a l'avancement, il y a la hiérarchie, le travail lui-même et les collègues de travail. Le salaire, c'est l'argent. L'avancement, c'est la promotion. La hiérarchie, c'est qui est votre superviseur. Le travail lui-même, c'est quel type de travail que vous faites. Est-ce que votre travail est significatif? Les collègues de travail, ce sont les gens qui travaillent avec vous, vos collègues, comment l'ambiance, hein, comment est l'ambiance. Hein, et les causes de la satisfaction varient d'une personne à d'autres. Hein. Parmi ces aspects-là, il y en a qui vont mettre l'accent sur la hiérarchie, d'autres sur l'avancement, le salaire, etc. OK? Identification à l'entreprise. Là, la personne, lorsqu'on dit je m'identifie à mon entreprise, c'est que je partage les valeurs de l'entreprise, je m'identifie à la mission de mon entreprise. Mais toutefois, il y a 2 sortes d'identification à l'organisation, 2 sortes d'identification qui vont influencer le comportement de l'employé, l'identification affective, ça veut dire, ou l'identification de convenance. Et lorsqu'on parle d'identification affective, la personne demeure dans l'entreprise parce qu'elle le désire fortement. Hein? Elle partage les valeurs de son entreprise, elle fournit les efforts nécessaires, elle désire personnellement être associée à son entreprise, elle est loyale et intéressée au bien-être de son entreprise. L'identification de convenance,
la personne demeure dans l'organisation tout simplement parce qu'elle ne peut se permettre de faire autrement. Elle a peur, dans un certain sens, de perdre des avantages. Je reste dans mon emploi parce que je ne peux pas trouver quelque chose d'autre. OK? Maintenant, nous allons parler de la perception. Et ce que je vais faire, je vais essayer de voir avec vous quelques images. Hein? Et je vous demande de regarder avec moi quelques images que je vais voir avec vous. Donc, ce que je vais faire, new share, et je vais ici, et si on regarde ensemble, là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux visages. Il y en a qui vont voir deux visages, il y en a d'autres qui vont voir une calice. Ça fait partie. Il y en a qui vont voir le visage. Et si je regarde, je vous présente ici cette dame. Il y en a qui vont tout simplement voir une jeune dame, belle, etc. Il y en a d'autres qui vont voir une vieille dame. Ce que vous comprenez, et c'est des éléments qui font partie de la perception. Regardez ici, là. Et là, et si je regarde ici, il y en a qui vont voir 3. Il y en a qui vont voir 4. 4, 3, 4, 3. C'est la perception. Des fois, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Et là, il y a autre chose qu'on peut voir. Est-ce que ces barres sont horizontales, ces barres parallèles, ou est-ce que c'est des courbes, des slopes, comme ils appellent ça? C'est tout cela pour vous dire, chers amis, que des fois, ce que nous voyons n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément la réalité. Donc, je commence avec la perception. Si vous regardez tout ça, la perception, c'est un processus de sélection, d'organisation, des stimuli qui nous viennent de l'environnement, c'est-à-dire lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, et en présence d'une réalité qui change constamment, l'être humain identifie, discrimine, reconnaît et juge l'information reçue par ses sens. Par exemple, 3 personnes assistent à un accident, vous allez voir que ces 3 personnes-là peuvent donner 3 versions différentes. Il y en a une qui va vous dire, oh, moi, j'ai vu beaucoup de sang. Il y en a d'autres qui vont dire, oh, une belle voiture s'est écrasée. Il y en a d'autres qui vont dire, oh, il y a eu beaucoup de morts. Et laquelle de ces personnes-là qui disent la vérité, je vais vous dire, les 3, peut-être ce sont des demi-vérités, mais les 3 disent la vérité. OK? Donc, les mots-clés qui définissent la perception, c'est la sélection. Il va y avoir une sélection qui va être faite et l'organisation, comment on va organiser tout ça. OK? Voici comment fonctionne ce processus. Donc, les stimuli que nous recevons, ce sont des choses qui nous viennent de l'environnement et nous accordons sélectivement notre attention à certains aspects de notre environnement et nous ignorons sélectivement d'autres aspects, comme je vous ai bien dit dans cet exemple-là. Donc, deuxièmement, il y a un processus de sélection qui mélange les facteurs à la fois externes ou internes. Par exemple, si j'ai faim pendant que
je suis en train de constater quelque chose et ça peut avoir un effet différent. Et ensuite, un mouvement de la main peut être interprété comme un geste amical ou comme une menace selon les circonstances et notre état d'esprit. Vous rencontrez une personne pour la première fois et cette personne-là vous sourit, hein, votre état d'esprit à ce moment-là peut vous amener à interpréter ce sourire comme une manifestation de plaisir, de timidité ou de nervosité, hein, ou même d'ennui dissimulé, ça dépend. Hein. Donc, l'interprétation qu'une personne donne à des stimuli sensoriels qui viennent de nos sens amène soit une réaction visible, qui est un comportement, ou une réaction cachée, qui est une attitude, ou l'une et l'autre à la fois. Hein. Comme c'est le cas pour la personnalité, les différences de perception contribuent à expliquer pourquoi les individus se conduisent vraiment différemment. OK? Je vous donne un exemple. Les caractéristiques de la perception, ce sont, regardons la sélection perceptive. Le téléphone sonne, votre camarade de chambre regarde la télé, un chien aboie dehors, votre machine électrique fait un drôle de bruit, vous sentez l'odeur du café, lequel de ces stimuli allez-vous ignorer, lequel retiendra votre attention? Ça dépend de la personne. Il y en a qui vont se concentrer sur ce chien qui aboie, il y en a d'autres sur l'odeur du café, etc. D'accord? La sélection perceptive, la personne filtre la plupart des stimuli afin de pouvoir traiter les plus importants. OK? Donc, cette sélection perceptive dépend des facteurs qui appartiennent à l'environnement, des facteurs externes et des facteurs intérieurs du percevant. Ça veut dire celui qui perçoit. OK? Voici quelques facteurs externes. L'intensité. Plus un stimulus est intense, plus il attire l'attention. Par exemple, vous allez voir que la plupart des messages publicitaires sont présentés à un niveau sonore plus élevé. Vos parents peuvent vous dire, oh, la télé est trop haute, il faut descendre le volume. Mais c'était toujours la même chose, c'est parce que les gens de la télé, les spécialistes en marketing savent lorsque ce stimulus-là est intense, ou en d'autres termes, est plus forte, ça va attirer l'attention. Dans une discussion avec le directeur, la personne qui parlera le plus fort attirera le plus l'attention du patron. OK? La couleur a une influence sur le comportement d'un individu. C'est pour cette raison, dans les hôpitaux, vous n'allez jamais voir cette couleur. Hein. La couleur rouge ou la couleur noire, c'est pas bon. Ça va agacer les malades. La couleur, hein, ça a une influence sur votre comportement, sur notre comportement, la taille. Plus un objet occupe l'espace, plus il attire l'attention. C'est pour cette raison, un homme de taille moyenne qui se trouve au centre d'une équipe de basket, par exemple, sera celui que l'on remarquera le plus, même si sa taille serait inférieure à celle des hommes qui l'entourent. Okay? Le contraste, on est attiré par des stimuli qui sont inattendus ou inhabituels. Chapeau jaune employé, chapeau blanc pour superviseur, un professeur qui parle plus ou moins fort que les étudiants. Il va attirer leur attention quand il présente sa matière. Hein, on est là. Il y a la nouveauté aussi, hein, qui est la nouveauté qui est reliée au facteur de contraste. Il y a la répétition. Lorsqu'un stimulus se répète, ça attire l'attention. Le mouvement, la perception humaine est plus sensible aux objets qui bougent. Hein, la position sociale, la façon de se présenter, la situation sociale, le prestige qui est associé influence la façon de percevoir une personne, l'ambiguïté,
les stimuli complexes, bizarres ou étrangers retiennent l'attention, OK? Et les facteurs internes, OK? Par exemple, les plus importants sont la personnalité. Il existe une relation intéressante entre personnalité et la perception. La personnalité est formée en partie par des perceptions. En retour, la personnalité affecte ce que les individus perçoivent et la manière dont ils le font. OK? L'expérience et les connaissances, ce sont des éléments qui influencent grandement sur la signification qu'un individu donne à ses perceptions, les attentes, tendance à agir selon son interprétation, la motivation, elle exerce une influence prépondérante sur la perception, les sentiments, les stimuli qui ont une connotation émotive ou émotionnellement positive sont généralement mieux perçus. La culture contribue à la sélectivité perceptive. Je vous demande de lire cet exemple. Et il y a une expérience qui a été menée concernant l'impact des facteurs internes de la perception avec 23 dirigeants inscrits à un programme de formation organisé par une firme. 6 de ces dirigeants s'occupaient des ventes, 5 de la production, 4 de la comptabilité, 8 travaillent dans d'autres domaines de l'entreprise. OK? Et là, les chercheurs ont fourni aux participants, à titre d'exemple, un rapport de 10 000 mots relatifs à l'organisation et aux activités d'une autre société. Qu'est-ce que ça faisait? L'exercice consistait à étudier cet exemple et à déterminer le problème le plus important que devait affronter la firme en question. OK? Vous allez voir ce que la perception va faire. 5 de ces directeurs commerciaux, puisqu'ils sont dans le domaine commercial, ils estimèrent que le principal problème de la société, de l'entreprise, société ou cette entreprise-là ou cette firme, se situait dans le domaine des ventes. 4 de ces 5 personnes chargées de la production affirmèrent que le problème avait trait à la production. Et 3 des 4 comptables travaillaient en contact étroit avec le service des ventes. Et pour tous les 4, les ventes posaient le problème le plus important. Voici la conclusion. Les chercheurs ont conclu quoi? Que la plupart de ces dirigeants avaient perçu le problème en fonction de leurs propres expériences. Quoique la question eût été posée à l'échelle de la firme ou à l'échelon de la firme tout entière, c'est pas seulement dans une partie, dans un secteur, mais ils ont réagi en fonction de leur perception des choses. C'est la même chose pour nous. Des fois, on agit ou nous agissons selon nos perceptions, la façon dont nous percevons les choses. Et c'est comme ça comment la perception, comment ça s'organise. Il y a un spécialiste qui s'appelle William James, qui est psychologue. Il a dit que tous les enfants sont confrontés au problème de donner un sens à ce qu'ils perçoivent, à ce qu'ils voient. Donc, il faut organiser cette perception-là. Donc, les stimuli sont désormais vus comme un ensemble, un tout. Donc, et là, les facteurs qui interviennent dans l'organisation de la perception, c'est le principe de la ségrégation. Les individus tendent à percevoir le facteur auquel ils sont le plus attentifs. Hein? Ouais. Ici, là, vous pouvez regarder, il y a des gens qui vont voir 2 visages, il y en a d'autres qui vont voir une coupe parce que ça dépend, on va percevoir le stimulus auquel on est beaucoup plus attiré. OK? La structure, ça c'est des exemples que vous pouvez voir, 2 profils face à face. Le groupe perceptif, c'est notre tendance à organiser des stimuli particuliers en une structure significative.
je vous donne, je peux vous parler de la continuité. Comme un exemple, tendance à percevoir les objets en tant que structure permanente. OK? Et ensuite, la fermeture du contour, tendance à compléter une forme pour qu'elle soit perçue comme un objet achevé. Par exemple, si je vous donne 25 taches, OK, d'encre, OK, mais ça ressemble à un chien. Vous allez faire la fermeture de ce contour pour dessiner cette affaire-là comme un chien. Mais c'est parce que vous avez déjà vu un chien. Mais quelqu'un qui n'aurait pas vu un chien, cette personne-là va dire que tout simplement c'est 20 taches d'encre. Est-ce que vous comprenez? D'accord? La proximité, un groupe d'objets peuvent être perçus comme reliés en raison de leur